Tout individu ne possédant plus ses facultés intellectuelles peut être considéré dans un état sous-humain ou infra-humain, poussé à l'extrême dans le cas du débile profond. Ces mots, ce sont ceux d'Odette Thibault, une des fondatrices et théoriciennes de l'ADMD en France. Alors sous ces dehors de défenseurs de la dignité humaine, que nous promet réellement l'Association pour le droit de mourir dans la dignité? Bienvenue dans le podcast Questions pour un juriste, le podcast qui décrypte l'actualité sous l'angle du droit. Ici, on explore les grandes questions de dignité humaine qui façonnent notre société. Et dans cet épisode, plongez avec nous dans l'histoire de cette association qui joue aujourd'hui un rôle de premier plan dans le débat autour de la fin de vie en France. La récente discussion sur le projet de loi pour instaurer l'euthanasie, qui a été interrompue par la dissolution, a mis en avant une association que peut-être peu connaissez, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Cette association œuvre depuis de nombreuses années pour la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie en France. On peut clairement dire aujourd'hui que c'est le principal promoteur de l'euthanasie et du suicide assisté en France depuis plus de 40 ans, mais son histoire est cependant peu connue. C'est ce voile que nous allons lever quelque peu pour montrer que, loin de l'image lisse et consensuelle qu'elle cherche à imposer aujourd'hui, l'ADMD est directement issue de mouvements euthanasistes et eugénistes anglo-saxons, ainsi que de l'international humaniste. Alors on ignore généralement que l'ADMD est en fait un produit d'importation. Elle a été fondée en 1980 par un Américain, Michel Lee Landa, après que celui-ci eut publié dans Le Monde une tribune faisant l'apologie de l'autodélivrance, en prenant d'ailleurs pour exemple la pratique américaine. Autodélivrance, c'est-à-dire se donner soi-même la mort par une substance létale. Il publie cette tribune de retour d'un congrès tenu à Londres. D'emblée, l'ADMD adopte le logo de l'association euthanasiste britannique Exit, représentant une chaîne brisée de la vie marquée par la mort. Le sigle ADMD figure à l'emplacement de cette brisure, c'est-à-dire de la mort. Le choix du nom ADMD est aussi emprunté à l'Association américaine pour la légalisation de l'euthanasie, qui a adopté le nom de Society for the Right to Die en 1974. Le programme de l'ADMD est aussi copié des associations britanniques et américaines. Il consistait initialement dans la promotion des testaments de vie, les ancêtres des directives anticipées, dont la diffusion a été initiée aux États-Unis dans les années 70, puis en la traduction et diffusion en français du Guide de l'autodélivrance, publié d'abord par Exit au Royaume-Uni, et qui donna la matière au fameux livre Suicide, mode d'emploi, publié en 1982. L'ADMD France s'inscrit ainsi complètement dans cette filiation anglo-saxonne, et celle-ci s'ajoute en fait à sa filiation humaniste et franc-maçonne, qui elle est beaucoup plus connue. En effet, il est de notoriété publique que les principaux fondateurs de l'ADMD étaient fortement engagés dans la franc-maçonnerie. C'est le cas en particulier du sénateur Henri Caillavet et de Pierre Simon. Au Royaume-Uni, la British Humanist Association s'engagea formellement en 1968 à œuvrer pour la légalisation de l'euthanasie. De même, la National Secular Society adopta une résolution reconnaissant, je cite, le droit naturel des individus à demander l'euthanasie pour eux-mêmes lorsque leur vie est devenue intolérable et pour leurs médecins de pouvoir les aider sans risquer d'être poursuivis pour crime. Fin de citation. C'est ainsi toute la mouvance de la libre pensée britannique qui s'engagea publiquement en faveur de l'euthanasie. Cet engagement conduisit à l'introduction, à partir de 1969, d'une série de propositions de loi par des membres de cette école de pensée, mais sans succès. En juillet 1974, l'American Humanist Association publia un manifeste en faveur de l'euthanasie, co-signé par les présidents des associations humanistes américaines et britanniques, ainsi que par 3 prix Nobel. Ce manifeste fut traduit et publié le même jour par Le Figaro, donnant le coup d'envoi de la campagne pour l'euthanasie en France. Il s'ensuivit une série de livres, de publications favorables à l'euthanasie, ainsi que le dépôt par les sénateurs Henri Caillavet et Jean Mézard d'une proposition de loi visant à obtenir la reconnaissance légale des testaments de vie. Ça, c'était en 1978. Ce n'est qu'après l'échec de cette proposition de loi que l'ADMD fut réellement fondée en France, à une époque où le mouvement euthanasiste anglo-saxon entreprit de se diffuser dans le monde. Alors le lien entre courant humaniste et euthanasiste est enraciné dans l'histoire pour des raisons philosophiques,
car ce courant estime que le contrôle volontaire qualitatif de la vie, et donc aussi de la mort, est une condition et un instrument du progrès de l'humanité. C'est la raison pour laquelle Henri Caillavet ou Pierre Simon se sont engagés non seulement pour l'euthanasie, mais aussi pour la contraception, l'avortement et la gestation pour autrui. Comme l'écrivait Pierre Simon lui-même, la vie est un matériau qu'il nous appartient de gérer. Il ajoute, je cite, « Un respect absolu, ou plutôt aveugle de la vie, se retourne contre lui-même et, ruiné par les moyens qu'il emploie, dévore ce qu'il entend préserver, la qualité de la vie, l'avenir de l'espèce. » Fin de citation. C'est cette conviction progressiste et humaniste qui est la base idéologique de l'eugénisme, puis de la revendication de l'euthanasie. Déjà, si l'on remonte, en 1937, le fondateur de l'American Humanist Association, Charles Potter, était aussi le premier président de l'association américaine pour la légalisation de l'euthanasie et favorable, à ce titre, à l'euthanasie forcée. Il avait ainsi déclaré socialement désirable l'euthanasie des enfants handicapés, des malades incurables et des déficients mentaux, et avait recommandé leur exécution compassionnelle dans des chambres létales à gaz. Il justifiait alors leur euthanasie forcée au nom de la responsabilité sociale des individus concernés et de la subordination de la liberté personnelle au progrès social, ainsi que par mesure d'économie. Son mouvement humaniste se présentait comme une sorte de nouvelle religion, ayant, je cite, « foi en la valeur suprême et en l'auto-perfectibilité de la personnalité humaine, pensée socialement ainsi qu'individuellement. » Fin de citation. Alors on trouve parmi les membres de cette église des personnalités engagées pour l'eugénisme et l'euthanasie des deux côtés de l'Atlantique, tel Julian Huxley, le premier directeur général de l'UNESCO, qui fut aussi président fondateur de l'Union internationale humaniste et éthique. En fait, l'engagement de ces humanistes en faveur de l'euthanasie découle de leur adhésion à l'eugénisme pour des raisons évidentes. L'euthanasie est un prolongement de la politique de stérilisation recommandée par les eugénistes. Il ne s'agit pas seulement d'éviter que des personnes jugées inaptes aient une descendance, par la stérilisation et l'avortement, mais aussi de libérer la société de la charge sociale et financière de l'entretien de ces personnes handicapées et malades, par l'euthanasie. En fait, il s'agit de gérer la vie humaine comme un matériau pour le progrès et le bien de l'humanité. Et en fait, si l'ADMD France est issu du mouvement euthanasiste anglo-saxon, celui-ci est à son tour directement issu du mouvement eugéniste. En effet, le mouvement euthanasiste trouve son origine dans les années 30 au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis. C'est d'ailleurs en 1935 qu'est fondée au Royaume-Uni la Voluntary Euthanasia Legalization Society, la première organisation dédiée à la légalisation de l'euthanasie, qui deviendra ensuite Exit. La plupart de ces cadres sont recrutés dans les rangs de l'Eugenics Society, une société eugéniste fondée en 1907, dans l'entourage de Darwin, qui recommande la stérilisation, y compris forcée, des personnes dites inférieures. Julian Huxley en est aussi l'un des vice-présidents, de même que Havelock Ellis, le fondateur de la Ligue mondiale pour la réforme sexuelle, et les écrivains H.G. Wells et George Bernard Shaw. Ce dernier estime, lui, que l'eugénisme devrait, je cite, « nous conduire à un usage extensif des chambres létales ». Fin de citation. De même, aux États-Unis aussi, l'Euthanasia Society of America, ESA, renommée ensuite Society for the Right to Die, présidée par Charles Potter, réunit le gratin du milieu progressiste et eugéniste. On y retrouve encore Julian Huxley, H.G. Wells, Havelock Ellis et même Léon Whitney et Henry Fairchild de l'Eugenics Society, ou encore la fondatrice emblématique du planning familial, Margaret Sanger. Lors de la fondation de la société en 1938, Charles Potter explique à la presse vouloir réorienter les efforts de son courant de pensée vers la légalisation de l'euthanasie après avoir mené, et déjà largement gagné, disait-il, le combat pour le contrôle eugénique des naissances. C'est le même discours que tient l'ADMD aujourd'hui. Le successeur de Potter à la présidence de l'Euthanasia Society of America, le docteur Foster Kennedy, se déclare favorable à l'euthanasie forcée des erreurs de la nature, sur avis médical, estimant que c'est seulement par sentimentalisme mal placé et absurde que la société s'abstient d'euthanasier une personne qui n'est pas une personne.
En 1942, alors que la pratique nazie était connue, le Dr Kennedy recommandait encore l'euthanasie forcée des enfants déficients mentaux, à la demande de leurs responsables légaux et après avis médical. Certes, la reductio ad Hitlerum du mouvement euthanasiste est aisée, car elle est parfaitement justifiée. D'ailleurs, dans un courrier de 1940, Anne Mitchell, la fondatrice de la Société euthanasiste américaine, décrivait au docteur Millard de la Société britannique comme une grande bénédiction le fait que des docteurs nazis, je cite, ont donné de la morphine et ont ensuite tué les enfants malades de plusieurs asiles en Pologne. Fin de citation. En 1941, elle observait encore avec espoir que la guerre ferait entrer l'humanité dans un nouvel âge biologique, révolutionnant les esprits, de sorte que l'euthanasie et la stérilisation de masse deviendraient acceptables. Ces associations euthanasistes britanniques et américaines n'ont pas été dissoutes après la Seconde Guerre mondiale. Elles ont seulement changé de nom pour effacer la référence à l'euthanasie et ont adopté alors une posture libérale, défendant moins un droit de tuer qu'un droit de mourir. Mais le résultat est sensiblement le même, et c'est là en fait le terreau dont est issue l'ADMD. Encore après-guerre, malgré les efforts du mouvement pour se recentrer et paraître lisse, des théoriciens et membres influents de ces mouvements, tels que Joseph Fletcher, continuèrent à recommander l'euthanasie active et forcée de personnes handicapées. On retrouve aussi des propos extrêmes émanant de fondateurs et cadres de l'ADMD France. C'est le cas par exemple d'Odette Thibault, fondatrice et théoricienne de l'ADMD France, qui a écrit, je cite, « Tout individu ne possédant plus ses facultés peut être considéré dans un état sous-humain ou infra-humain, poussé à l'extrême dans le cas du débile profond. Beaucoup d'individus sont des morts-vivants, déjà morts à l'humain, bien avant la fin de leur vie organique. » Fin de citation. Les tuer ne serait donc pas un meurtre, puisqu'ils seraient déjà morts à l'humanité. Elle ajoute, je cite, « Prolonger cette déchéance est à mon avis une des plus graves atteintes qu'on puisse porter à la dignité humaine. » Fin de citation. Ce n'est pas différent de ce qu'écrivait Anne Mitchell. Alors malgré un changement d'approche plus libéral adopté à partir des années 1970, il y a une continuité du mouvement euthanasiste avant et après la Seconde Guerre mondiale, mais aussi, et plus encore, une continuité idéologique. L'euthanasie eugéniste, tout comme l'euthanasie libérale, conserve un même fondement philosophique, la réduction de la dignité humaine à la volonté individuelle, ce qui implique la domination de la volonté sur le corps, laquelle est un corollaire de la domination de l'esprit sur la matière. Corps sans esprit ne serait que matière et peut donc être euthanasié, cas du malade mental ou du fœtus, tandis qu'un esprit enfermé dans un corps malade peut s'en libérer par la mort volontaire. Dans les deux cas, la volonté doit dominer le corps, l'esprit, la matière, comme une exigence de la dignité humaine. L'euthanasie eugéniste, tout comme la libérale, trouvent ainsi leur justification ultime dans la volonté de puissance. Pour la première, au plan collectif, par la volonté de puissance des sujets supérieurs sur les inférieurs, handicapés et malades. Pour la seconde, au plan individuel, par la volonté de l'individu de rester maître de lui-même, de se supprimer avant de déchoir. Le malade demandant la mort s'applique à lui-même ce que la société eugéniste applique à une portion malade de la population. La mort volontaire, qu'elle soit infligée, c'est-à-dire l'euthanasie, ou choisie librement, le suicide assisté, est vue comme une affirmation de puissance de la volonté sur la vie, comme une expression de la dignité de l'homme émancipé du respect de la vie. Merci de nous avoir écoutés tout au long de cette plongée en eau trouble dans l'histoire de l'ADMD. On espère que cet épisode vous aura éclairé sur la pensée, sur le discours et sur les objectifs de cette association. Et si vous avez appris des choses ici que vous ignoriez, n'hésitez pas à nous dire lesquelles en commentaire, et bien sûr à nous mettre 5 étoiles. À très vite pour un nouvel épisode de Questions pour un juriste.